Alors, ce que je vais vous présenter cet après-midi, en fait, je m'étais posé la question de savoir ce que j'allais vous présenter au cours de ce colloque, et je me suis dit que comme j'étais éthologue, primatologue, eh bien, j'allais vous parler de primatologie et d'éthologie. Ça me paraissait toute somme très logique. Pourquoi pas? Alors pourquoi cette thématique? Parce que je suis issue du monde du vivant, je suis donc biologiste. Je m'intéresse plus particulièrement à la science du comportement, je suis donc éthologue ou éthologiste. Et j'ai eu la chance de faire une thèse de doctorat donc, sur des primates non humains. Je suis donc primatologue. Et en fait, la primatologie, c'est un domaine qui permet assez facilement de faire le lien entre les espèces animales et une espèce animale un petit peu particulière qui est Homo sapiens. Et en fait, quand j'ai préparé cette présentation, je me suis aperçue qu'au final, dans mes projets de recherche, j'étudie plus souvent Homo sapiens que les autres espèces de primates. Alors là, j'ai essayé un petit peu de résumer, hein. Alors c'est vraiment, peut-être ça vous apparaîtra peut-être très naïf, mais en quoi le domaine de la primatologie, donc l'étude des primates, a aidé à l'essor des études animales, et ce par le prisme de l'éthologie. Donc je vais vous présenter quelques pistes de réflexion. Alors quand on parle de l'enseignement de l'histoire des sciences en biologie ou en éthologie, très clairement il n'y en a pas. Alors ce qu'on va faire, et même moi je le fais quand je donne mes cours, hein, on va présenter les études, on va présenter les expériences, on va présenter les résultats, on va bien évidemment demander aux étudiants d'apprendre par cœur le nom des auteurs et les années, pour une problématique de référencement, de bibliographie, mais en aucun cas on explique le pourquoi du comment le chercheur en est arrivé à se poser cette question et à essayer d'y répondre. Or très souvent, et c'est le cas en primatologie, disons que la vie personnelle du chercheur va entrer dans sa vie professionnelle. Alors cet aspect manquant de ma propre formation m'a sauté aux yeux lors de la mise en place d'un projet de médiation scientifique que vous connaissez peut-être pour certains, qui s'appelle Saru, donc qui signifie singe en japonais, et qui est un projet de médiation scientifique autour du macaque japonais. Alors pourquoi que le macaque japonais, je vous en parlerai juste après. Ben, c'est un projet de médiation scientifique donc, qui a donné lieu à l'apparition d'un livre donc, que j'ai coécrit avec Cédric. Livre surtout de photographies, de très belles photographies qui ont été prises par Alexandre Bonnefoy. On donne également des conférences et puis ça a également donné lieu à des expositions. Alors pourquoi un livre de médiation scientifique sur le macaque japonais? Parce que c'est certainement l'espèce de primate qui est étudiée le plus longtemps, en tout cas l'espèce en milieu sauvage, puisque ça fait 70 ans que le macaque japonais est étudié par les primatologues japonais et d'autres primatologues. Or, quand vous allez au Japon, donc j'ai eu la chance de vivre au Japon, quand vous parlez de Saru aux Japonais, ils connaissent très peu de choses, au final, sur la vie, le comportement, la biologie du macaque japonais. Or, c'est un animal qui côtoie tous les jours. Et on trouvait ça très étonnant, effectivement, que... Alors, il y a une très grosse bibliographie, hein, des scientifiques pour les scientifiques, mais après, pour le grand public, il n'y a pas grand-chose. D'où, effectivement, ce livre. Et donc, pour écrire ce livre, je me suis plongée dans la bibliographie japonaise et donc du macaque japonais. Alors, quand vous cherchez des informations sur la primatologie japonaise et le macaque japonais, il y a un nom qui ressort. Le premier nom, c'est celui de Kinji Imanichi. Alors, Kinji Imanichi, il faut se replacer à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est professeur d'anthropologie à l'université de Kyoto. Et lui, pendant la Seconde Guerre mondiale, il étudiait les chevaux en Mongolie, comme Carlos l'a précisé tout à l'heure. Et donc, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'université de Kyoto, ils ne savaient pas trop quoi faire de professeur Imanichi, donc ils l'ont envoyé au sud du Japon, au niveau du Cap Toi, donc c'est ce que vous avez ici. Donc c'est une toute petite région, et en fait, au niveau de cette région, il y a des chevaux sauvages. Donc l'université de Kyoto s'est dit, très bien, il a étudié les chevaux en Mongolie, on va l'envoyer étudier les chevaux au Japon. Donc il est parti avec 2 assistants de recherche au Cap Toi étudier les chevaux sauvages. Mais c'est quand même, il y a quelque chose qui le taraudait un petit peu,
Donc le Japon, je ne vais pas vous refaire l'histoire du Japon au cours de la Seconde Guerre mondiale, mais voilà, il y a plusieurs questions qu'il taraudait, et notamment le fait que l'homme puisse être une espèce qui est capable du très bien comme du pire. Et ces questions, il a essayé d'y répondre il s'est retrouvé face à face à des groupes de macaques japonais, et il s'est dit peut-être que je trouverai les réponses aux questions que je me pose sur l'être humain par l'étude d'un proche cousin, qui est le macaque japonais. Alors Kinji Imanichi, on peut le considérer comme le premier primatologue japonais, un des pères de la primatologie moderne, et il avait des méthodes peu conventionnelles pour l'époque, puisqu'il a en fait toute la méthodologie qu'il avait sur les chevaux, il l'a mise au service des singes. Donc ce qu'il a fait, c'est que déjà il a commencé à identifier les individus. Donc vous pensez bien qu'en milieu sauvage, c'est pas forcément évident quand vous avez des groupes qui font 20, 30, 40 individus. Alors ce qu'il a fait pour identifier les individus, il leur donnait des numéros, il leur donnait pas des noms, mais il leur donnait des numéros, et il les capturait, il les tatouait au niveau des visages. Donc avec des points, et chaque point signifiait une dizaine, une centaine, etc., etc. Et pour les reconnaître, surtout ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à nourrir les animaux. Du coup, il pouvait s'en approcher, il les a habitués à sa présence, et du coup, effectivement, il pouvait savoir qui était affilié à qui, etc., etc. Et il a commencé ses études par un groupe un petit peu particulier qui se trouve pas très loin donc, du Cap Toy, une petite île qui fait 35 hectares, qui s'appelle Kojima. Et sur Kojima, vous n'avez rien, sauf un groupe de macaques japonais. Donc il s'est dit que c'était plutôt pas mal pour commencer ses études. Et donc il a commencé à nourrir ce groupe, et notamment avec des patates douces. Alors depuis les travaux de Imanichi, en 7 ans, il a parcouru tout le Japon, et il a étudié jusqu'à une vingtaine de groupes de macaques japonais différents. Donc de la petite île de Yakushima, que vous avez ici au sud, donc c'est l'endroit le plus au sud du Japon où vous pouvez trouver des macaques japonais, jusqu'à la péninsule de Shimokita, que vous avez ici, c'est l'endroit le plus au nord du Japon où vous pouvez trouver des macaques japonais, sachant que sur Hokkaido, il n'y a pas de macaques japonais. Alors grâce à ces travaux, on sait maintenant que les macaques japonais vivent en groupes sociaux, que les femelles restent au sein de leur groupe natal, que ce sont les mâles, au niveau quand ils deviennent adolescents, qui quittent leur groupe, qu'il y a une hiérarchie, qu'il y a une saison de reproduction, etc., etc. Et Kinji Imanichi, je vous l'ai dit, sur la petite île de Kojima, il s'est mis à nourrir donc les macaques, à les habituer. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai prise l'an dernier. Donc on se trouve sur Kojima, donc ce ne sont plus les singes qui ont été observés par Imanichi, et le chercheur que vous avez vu, il vient tous les jours et il vient observer les singes. Et on a eu l'autorisation exceptionnelle de pouvoir amener des patates douces sur l'île, parce que ce groupe de singes montre un comportement bien particulier, et si vous avez déjà eu des cours de primatologie ou d'éthologie, vous savez de quoi je parle, c'est que ces singes, ils vont laver leurs patates douces. Eh oui. Alors pourquoi est-ce qu'ils lavent leurs patates douces, ces animaux? Parce que là vous allez me dire, mais les patates, elles étaient très propres. Replaçons-nous fin Seconde Guerre mondiale, quand Imanichi il allait chercher ses patates douces, il n'allait pas les chercher au supermarché du coin, il allait les chercher directement chez le maraîcher il sortait ses patates douces directement de terre. Donc Imanichi, quand il distribuait ses patates douces, elles étaient pleines de terre. Et il y a une petite femelle de l'époque, qu'ils ont baptisée Imo par la suite, parce que ça signifie pomme de terre en japonais, qui avait 18 mois et qui s'est mise à prendre sa patate douce, pleine de terre, c'était pas très bon, et qui a commencé à la rincer dans l'eau douce de la rivière qu'il y a au niveau de l'île. Et ce comportement-là de laver ses patates douces s'est ensuite propagé donc de cette petite femelle Imo à ses amis, à ses sœurs, à sa mère, à sa tante, etc., etc. Et en plus de quoi, les individus qui se sont mis également à laver leurs patates douces, ils ne l'ont plus fait au niveau de l'eau douce de la rivière de l'île de Kojima, mais ils l'ont fait au niveau de l'eau salée de la mer, parce que ça donnait un petit goût de chips. Donc là, effectivement, les animaux que vous voyez sur cette vidéo, ce sont des animaux qui ont appris
ce comportement de laver des patates douces. Alors quand on a distribué les légumes, c'était assez rigolo parce qu'il y en a certains qui ont pris les patates qui sont allées directement à l'eau et d'autres qui ont pris les patates qui ne les ont absolument pas lavées. Donc ça, ce comportement-là de laver des patates douces, c'est la première fois qu'on avait un comportement de type culturel. Alors un comportement culturel, une tradition chez l'animal, des termes nombreux existent. Et en tout cas, Imanichi, il a inventé le terme de kaluchua. Alors kaluchua, c'est parce que ça ressemblait au mot culture en anglais, il a japonisé ce mot-là. Mais en tout cas, il y a 3 étapes dans un comportement culturel. C'est le fait qu'il y ait émergence d'un nouveau comportement au sein d'un groupe. Et je suis désolée messieurs, mais très souvent, ce sont les femelles qui sont beaucoup plus novatrices que les mâles. Transmission de ce nouveau comportement. Alors là, la transmission peut se faire par de nombreux mécanismes. Et ensuite, cette transmission, ces nouveaux individus qui ont appris ce nouveau comportement, ils vont pouvoir le modifier. Donc le fait d'avoir ces 3 étapes fait qu'on va avoir un comportement culturel. Alors ça, bien évidemment, cette première découverte de culture, de protoculture chez les macaques japonais, va faire sauter un premier verrou. C'est-à-dire que là, Homo sapiens n'est plus la seule espèce à montrer des comportements culturels. Des espèces proches, mais aussi plus éloignées phylogénétiquement, montrent des comportements de type culturel, et ça on le sait maintenant depuis plusieurs années. Donc au début, ça a été montré chez le macaque japonais, on le sait aussi chez les chimpanzés, chez les baleines, les oiseaux, les insectes, etc. Alors la question, et j'en ai encore débattu ce midi, de savoir quel mot il faut employer chez l'animal. Est-ce qu'on peut employer le terme de culture chez l'animal? Est-ce qu'il vaut mieux parler de tradition? Est-ce qu'il vaut mieux parler de comportement de type culturel? Ça, effectivement, c'est une question qui est débattue, qui peut être débattue par la suite, mais qui est très débattue au sein de la petite communauté que sont les primatologues. D'autres personnes très importantes, je ne pouvais pas parler de primatologie sans vous présenter les 3 dames que vous avez sur cette photographie. Alors je ne sais pas si les plus jeunes sauront reconnaître qui sont sur cette photo. Alors j'imagine que celle du milieu, vous la connaissez, et alors si vous ne la connaissez pas, je désespère, n'est-ce pas? Voilà. Donc la première, celle du milieu, Jane Goodall, très bien. Jane Goodall, qui est mondialement connue, reconnue pour son travail de terrain sur les chimpanzés, j'en reparlerai plus avant. Et ensuite, est-ce que vous pourriez me dire, là, mes petits étudiants éco-fiétaux, que je sois fière de vous? Non, très bien. Parfait, on va reprendre des cours. Diane Fossé, donc la grande brune, très connue également pour son destin un petit peu plus tragique et surtout pour ses travaux sur les gorilles des montagnes en Ouganda. Et enfin la troisième, alors la troisième que vous ne la connaissez pas, bon c'est voilà, la pauvre, elle est moins connue que Jane Goodall et Diane Fossé. Il s'agit de Birute Galdikas, mais son travail est tout aussi important cette fois-ci sur les orang-outans. Alors ces 3 femmes, on les surnomme les anges de Louis Leakey ou les Trimates. Alors Louis Leakey, c'est un paléoanthropologue fameux. Alors les découvertes de Louis Leakey et de son épouse aussi, Marie Leakey, parce qu'ils étaient 2 à travailler. La bipédie, l'utilisation, la fabrication d'outils olduvéiens, enfin c'était des paléoanthropologues kényans, ils ont quasiment tout découvert. Hein. Et Louis Leakey a été le mentor donc, de ces 3 jeunes femmes qui, à l'époque, elles avaient une vingtaine d'années, et elles sont parties sur le terrain. Voilà. Sac à dos, au bras, et puis vivre avec les gorilles, avec les chimpanzés et avec les orang-outans. Alors vraiment, ces 3 femmes, je pense que ça a été vraiment, enfin en tout cas moi, elles m'ont marqué beaucoup. Elles ont vraiment permis une reconnaissance mondiale de la primatologie et par ce biais également de l'éthologie. Alors la plus connue, Jane Goodall, alors j'ai eu la chance de la voir par 2 fois lors de conférences. Hein. C'est quelqu'un bien évidemment qui nous a tous inspirés. Alors Jane Goodall, elle a un parcours un petit peu particulier. Dès le plus jeune âge, elle est attirée par les animaux et elle veut étudier les chimpanzés. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle vit pendant 20 ans avec les chimpanzés.
C'est la seule à avoir fait une étude de terrain aussi longue. Et c'est vrai qu'hier, on parlait de biographie animale, et je pense qu'effectivement, Jane Goodall, il y aurait de quoi... elle pourrait en faire des biographies animales. Alors Jane Goodall, elle a aussi une particularité, c'est qu'elle va bien évidemment identifier les chimpanzés qu'elle observe, mais surtout elle va leur donner des prénoms. Alors dans les années 60, vous imaginez bien que quand elle revenait ensuite en Angleterre ou aux États-Unis et qu'elle présentait ses travaux, ses résultats, et qu'elle prénommait ses chimpanzés, je peux vous assurer que voilà, on l'a ridiculisée à l'époque. Et puis c'est également la première à parler de personnalité à part entière chez les chimpanzés qu'elle étudie. Alors ça, la personnalité en éthologie, alors je pense que tous les primatologues ou toutes les personnes qui travaillent tous les jours avec un animal, ou même effectivement quand on a des animaux à la maison, on le sait, qu'ils ont des personnalités différentes. Par contre, au niveau de la communauté scientifique, la personnalité animale des individus, on s'y intéresse que depuis une dizaine d'années. Avant, il n'y avait absolument rien. Alors, comble de l'ironie, c'est aussi Jane Goodall, qui est une végétarienne convaincue depuis depuis son plus jeune âge, qui découvre que les chimpanzés ne sont pas que végétariens et qui vont chasser et qui vont aussi manger de la viande. Également, elle va montrer que les chimpanzés ne font pas qu'utiliser des outils, ils vont aussi en fabriquer. Et là aussi, elle va faire sauter un autre verrou qui est celui de la fabrication des outils, qui normalement n'était que du fait de l'être humain. Alors ça, l'utilisation d'outils, c'est des choses qu'on retrouve chez de nombreuses espèces, les oiseaux, les dauphins, les céphalopodes. Il y a 2-3 ans de ça, on a montré que même les crocodiles, à certaines périodes de l'année, quand les oiseaux aux alentours ils se mettaient à nicher, ils se mettent sur le bord des rivières avec des branches sur le museau. Je fais la sieste. Et quand l'oiseau va pour récupérer les branches qu'il y a sur le museau du crocodile, il se fait méchamment happer. Mais voilà, c'est des choses effectivement au départ qu'on pensait trouver chez des animaux très proches de l'être humain. En fait, on se rend compte que pas du tout. Par contre, la fabrication d'outils, c'est encore quelque chose qu'on ne retrouve que chez les corvidés. Une autre primatologue qui est importante. Alors importante pourquoi? Parce que c'est certainement la personne en éthologie qui est la plus citée. Alors si je vous dis Altman 1974, pour ceux qui font de l'éthologie, vous me dites, ah bah oui, alors c'est l'article, on l'a jamais lu, mais oui, on sait de... Voilà. C'est en fait les primatologues, dont Jane Altman, elle a étudié les babouins en Afrique, et en fait elle a sorti en 1974, un papier qui résume un petit peu les méthodologies, les méthodes d'observation qu'on utilise en éthologie. Parce que, voilà, en éthologie, on a quand même des méthodes, on est quand même des scientifiques structurés. On n'a peut-être pas forcément l'air tout le temps. Mais donc, il y a plusieurs méthodes d'échantillonnage, on va dire, d'observation. Et donc, c'est Jane Altman, effectivement, qui les a inventées. Donc, elle a été citée 13 242 fois. Voilà. Ce qui est pas mal. Alors la primatologie, quand moi je me présente, bonjour, je suis Marie Pellet, je suis primatologue, les gens ont souvent une image un peu d'Indiana Jones. D'accord, on part sur le terrain en Afrique avec le sac à dos et puis on va voir les animaux. Alors ça effectivement c'est une première part de la primatologie, c'est l'observation naturaliste. Et donc c'est ce que vous avez ici. Donc vous avez deux primatologues, dont un vous reconnaîtrez peut-être le dos. Alors les primatologues sont là et là au fond vous avez des babouins. Voilà, donc là ils sont en Afrique du Sud. Donc ça c'est vraiment un petit peu l'image d'Épinal qu'on a du primatologue, c'est voilà, avec plein d'outils, les jumelles, peut-être la caméra, et puis on va observer les animaux. Donc effectivement il y a un gros pan de la primatologie, de l'éthologie c'est ça. Mais un autre pan c'est ça. C'est ce qu'on appelle les manipulations expérimentales. Et donc là c'est une photo de moi au cours de ma thèse, donc au zoo de Leipzig en Allemagne. Et là, en fait, je fais un petit test d'échange avec un orang-outan. Alors, vous allez me dire, voilà, mais ils sont dans des cages. Alors non, c'est une salle de test. Alors, pourquoi une salle de test? Alors, ça a l'air austère, effectivement, c'est pas très gai. Ils y passent en tout 10 minutes. On les y enferme pas. S'ils veulent pas venir, ils ne viennent pas. Et en principe, ils aiment bien venir parce que nous, ils prennent plus ça comme un jeu qu'autre chose. Et puis, en plus, ils ont plein de nourriture, donc ils adorent ça. On les stimule.
On les fait jouer, on leur pose des problèmes. Donc voilà. Donc ça, effectivement, je dirais que la primatologie, c'est ces deux pans-là, l'observation naturaliste de terrain et également les manipulations expérimentales. Alors dans les manipulations expérimentales, le premier, je pense qu'on peut citer. Alors là, c'est le chimpanzé sultan qui est confronté à un problème. Alors on ne voit pas très bien sur la vidéo, mais en fait ici, vous avez une banane qui est attachée. Et il n'a pas accès à la banane à moins d'empiler les boîtes et de grimper sur les boîtes pour avoir accès à la banane. Et là, un autre petit problème, c'est, voilà, il y a une banane derrière la grille, il n'a pas le bras assez long, donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bâton, et puis si le bâton n'est pas assez long, il enfile 2 bâtons pour récupérer la banane. Ça, ce sont des petites problématiques posées par le pionnier, je dirais, de ce qu'on appelle la psychologie comparée ou la cognition évolutive. C'est le fait de s'intéresser aux capacités cognitives des animaux. Et le monsieur que vous avez là, c'est Wolfgang Köhler. Alors Wolfgang Köhler, il est très fameux parce qu'il a posé des problèmes aux animaux et surtout il a décrit comment l'animal, donc ici le chimpanzé, s'arrête après plusieurs essais infructueux, puis semble découvrir une solution nouvelle, et ce de manière subite. Et c'est ce qu'il a appelé l'insight. C'est le fait que, au final, l'animal est tout à fait capable de trouver la solution par lui-même. Et ça, l'insight, alors là, on est au niveau des années 1920, va empêcher de réduire la résolution de problèmes au conditionnement, c'est-à-dire l'apprentissage par renforcement, qui à l'époque était prôné par les behavioristes comme suffisant pour expliquer l'ensemble des comportements animaux. Alors cette double façon de faire, je dirais, l'éthologie, le comportement par l'observation, et puis ensuite le deuxième tenant la psychologie, la cognition par les manipulations expérimentales. Je pense que ça a vraiment commencé par la primatologie et ça se développe également chez d'autres espèces. Alors pourquoi est-ce qu'il faut absolument coupler? Enfin je dirais qu'il faut absolument, c'est quand même mieux de coupler ces deux-là. Parce que ce qu'on va observer sur le terrain, très souvent, ça va être des corrélations. Donc on va voir nos résultats, ça va être un comportement A qui va être corrélé à un comportement B. Or, ça ne veut pas dire que parce que c'est corrélé, ça veut forcément dire que c'est causal, qu'il y a une causalité entre les deux. Donc pour essayer de mieux comprendre ce qu'on observe sur le terrain, il faut effectivement, des fois, faire des manipulations expérimentales où les paramètres sont mieux contrôlés, mais au moins on se focalise plus et on arrive à mieux cibler la réponse à la question que l'on se pose. Un prérequis important également, c'est le fait de connaître son animal, de connaître son espèce. Alors pour Franz de Waal, 1000 heures d'observation sont nécessaires avant de pouvoir faire une quelconque conclusion sur une espèce. Alors 1000 heures d'observation, ça me paraît quand même un petit peu énorme, mais effectivement le fait d'aller sur le terrain, alors même si on ne va pas en Afrique, hein, d'observer le groupe social dans lequel évolue l'individu avec lequel on travaille, c'est quand même important. Parce que ça peut aussi influencer les résultats qu'on va avoir avec cet individu. Est-ce que l'animal avec lequel je travaille, c'est un individu qui est dominant dans la hiérarchie? Est-ce que c'est un individu qui est subordonné? Est-ce qu'il y a eu un conflit juste avant le test que je vais réaliser? Ce genre de choses-là. Donc ça, effectivement, c'est très très important. Donc ça, cette double approche, c'est maintenant une double approche que les éthologues utilisent beaucoup chez de nombreuses espèces. Donc bien évidemment les primates, mais également les insectes, le chien, les éléphants, les oiseaux, également les céphalopodes. Enfin, on a beaucoup parlé de lui cet après-midi. Je ne pouvais pas parler de primatologie sans vous présenter le professeur Tetsuro Matsuzawa. Alors pourquoi est-ce que je vous présente le professeur Tetsuro Matsuzawa? À votre avis, en regardant sa photo, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça qui vous titille, qui vous... Non. Celui avec la frange sur le côté. C'est un selfie. Ouais. Ce qu'on appelle un selfie, alors un autoportrait photographique.
Non, mais par contre, effectivement, moi, ce qui me perturbe, mais peut-être en tant que... Voilà, parce que moi, quand je travaille avec l'animal, il y a toujours une grille. Et là, il est capable de se prendre en... Oh, je suis très longue, j'ai bientôt fini. Il est capable de prendre un selfie avec un chimpanzé. Alors pourquoi le professeur Matsuzawa, il est capable de se prendre en selfie avec un chimpanzé, sans que le chimpanzé soit contraint ou quoi que ce soit? Parce que le professeur Matsuzawa, il a mis en place une façon de faire qu'il a appelée l'observation participative. En fait, tout simplement, il participe à l'expérience. Alors là, le chimpanzé que vous avez à côté de lui, c'est une femelle chimpanzé qu'il a élevée au biberon, pour diverses raisons, qu'il a prénommée Ai, qui signifie amour en japonais. Donc là, l'expérimentateur, il travaille avec l'animal. Il n'y a plus du tout de barrière entre l'animal et le chercheur, ce qui va bien sûr nécessiter une totale confiance entre l'animal et le chercheur. Et donc là, il y a véritablement une mise en place de duo homme-animal. Donc le professeur Matsuzawa, il va pouvoir travailler avec Ai, mais il ne pourra pas forcément travailler comme il le fait avec un autre chimpanzé. Alors ce qui est aussi intéressant avec les primatologues japonais, c'est qu'ils font toujours du terrain. Ils font aussi beaucoup d'observations sur le terrain. Et donc là, vous voyez le professeur Matsuzawa avec Ai, et c'est lui qui tire le bébé, ni plus ni moins. Donc vous imaginez bien la confiance qu'il peut y avoir entre lui et le chimpanzé. Alors ça, au Japon, c'est mis en place chez d'autres chercheurs japonais, donc comme ça, des duos qui sont créés entre le chercheur et le chimpanzé. Et je reviens du Japon avec quelques vidéos justement pour vous montrer comment ça se passe au Japon. Donc là, ici, vous avez le professeur Satoshi Hirata, qui, alors là, c'était pour la mise en place d'un nouveau projet de recherche sur le dessin. Donc je suis arrivée au Japon en disant au professeur Satoshi Hirata, mais j'aimerais bien que les chimpanzés ils dessinent sur une tablette tactile. Il m'a dit, pas de souci, tu me donnes ta tablette, et puis je vais le faire dessiner sur la tablette tactile. Mais là, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de barrière entre le chercheur et le chimpanzé. Donc là, c'est une femelle chimpanzé, c'est Natsuki. Alors Natsuki, elle n'est pas forcément très intéressée par la tablette tactile. Elle, ce qu'elle veut, c'est les fruits que Hirata peut lui donner. Voilà, donc elle n'était pas forcément très convaincue. Hein. Ça n'a pas été... Alors d'autres ont été beaucoup plus intéressés, hein, je vous rassure. Ce qui me rassure moi aussi pour la future recherche. Et alors, ce qui est intéressant également, c'est qu'après cette petite session de dessin, hein, qui est là, bon, sans plus, ça se finit par ça. Voilà, une petite séance de jeu entre le chercheur et le chimpanzé. Ça, ces chercheurs, c'est pas des chercheurs qui viennent et qui disent à l'animalier ou l'animalière, voilà, je vais travailler pendant une demi-heure avec l'animal. Non. Lui, il est arrivé à 7h30, il a lavé les enclos, il a donné le petit déjeuner aux animaux, il les a fait sortir dans l'enclos extérieur, etc., etc. C'est lui qui s'occupe de ces animaux, ce qui permet effectivement d'avoir une réelle complicité. Une dernière piste de réflexion, c'est celle des résultats négatifs qu'on peut avoir avec les animaux. Quand on travaille en psychologie cognitive, quand un individu est capable de résoudre un problème, on peut en conclure que cette capacité est présente chez tous les individus de l'espèce. Alors plus ou moins, hein, parce que faut considérer l'individu, et vous avez des chimpanzés stupides, voilà, faut le savoir. Quand aucun individu testé est capable de résoudre le problème qu'on lui pose, on ne peut pas conclure que l'espèce en est incapable, à moins de tester tous les représentants de l'espèce. Or, aller tester tous les chimpanzés, tous les orang-outans, ou peu importe, tous les chevaux, c'est pas forcément facile. Puisque dans les faits, on va tester un petit échantillon, au minimum 6 individus. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on teste, voilà, on va dire 10 individus, et qu'aucun des individus y parvient? Alors je vous parle de ça parce que en 2016, je suis allée au Congrès international de primatologie et il y a eu un gros débat là-dessus, c'est de savoir est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on ne publie pas les résultats négatifs. C'est une question. Alors les résultats négatifs est un résultat en soi, mais selon Franz de Waal, les résultats négatifs doivent être mis de côté et ne doivent pas être publiés. Alors je ne suis pas forcément d'accord avec lui. Je pense qu'il pourrait être publié justement pour qu'on puisse améliorer justement peut-être le test que l'on fait. Parce que pour lui, la probabilité que ce soit l'expérience qui ne soit pas au niveau des animaux est trop importante. Et là, dans ce cas-là, je le suis. Mais pour le savoir, il faut qu'on sache que ça a déjà été fait et que ça n'a pas fonctionné.
Et il pose d'ailleurs la question, sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux? Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, il est très bien. Par contre, ce n'est pas du tout la question qu'il pose dans son ouvrage, et la traduction en français de son titre est très mauvaise, puisqu'au final, il pose la question « Are we smart enough to know how smart animals are ?» Ce qui n'est absolument pas la même chose. Puisqu'en réalité, il pose la question des différentes formes d'intelligence, et pas le fait que nous soyons capables ou incapables de comprendre l'intelligence d'autres espèces. Et justement, nous, en tant qu'êtres humains, on est plutôt dans le sens de la vue. Or, d'autres animaux vont plutôt utiliser l'odorat ou le toucher. Par exemple, l'odorat chez les chiens, l'odorat chez les éléphants. Or, nous, résoudre un problème par l'odorat, c'est quelque chose qui nous paraît totalement invraisemblable. Les céphalopodes, ça va être plutôt par le toucher. Vous imaginez, les céphalopodes, c'est comme si vous aviez un cerveau à chaque bout de doigt. Donc, c'est quelque chose, voilà, qui pour nous, êtres humains, nous paraît totalement biaisé. Donc pour résumer, la primatologie a permis la mise en place de bases solides et communes, des méthodes d'observation, couplées observation et manipulation expérimentale, l'ouverture d'intérêt à d'autres espèces, parce que très souvent les primatologues ils vont voir aussi, ils s'intéressent à d'autres espèces, l'effacement des frontières entre l'humain et le non-humain, et aussi la réflexion éthique autour de l'étude et de l'utilisation de l'animal, ou comment ce qui est pratiqué en éthologie pourrait l'être dans le domaine, pourquoi pas, des neurosciences ou du biomédical, et je pense là à l'observation justement participative, où on travaille avec l'animal et non plus sur l'animal. Et je conclurai par cette phrase du primatologue William Mason qui dit « Il vaut sans doute mieux avoir vaguement raison que tout à fait tort ». Je vous remercie beaucoup.